Donc, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de ce webinaire dédié aux établissements de santé. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à la question que beaucoup d'entre vous se posent. Comment moderniser son poste de travail avec Windows 10? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jérôme Dubois, je suis responsable du marché santé chez Progélis et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Damien Ancien, qui est notre directeur technique et également PCeller pour Microsoft. Bonjour Damien. Bonjour. Damien, toi qui rencontres beaucoup d'établissements de santé au quotidien, tu entends parler de beaucoup de choses, beaucoup d'objections ou de contraintes pour des établissements pour migrer vers Windows 10. Est-ce que tu peux nous en dire plus? En fait, aujourd'hui, il y a pas vraiment de gros soucis. Il y a des inquiétudes qu'on retrouve un peu de partout. C'est de se dire, j'ai aujourd'hui énormément d'applications diverses sur mon parc. Comment je gère le passage en Windows 10 et est-ce que mes applications vont fonctionner avec Windows 10 ou pas? Il y a la charge de travail aussi qui souvent revient en se disant, voilà, moi j'ai un parc d'une taille assez importante, mettre à jour tout ça, ça va être long, ça va être compliqué, ça va déranger mes utilisateurs, je peux avoir pas mal de points de blocage comme ça, il va falloir que je forme mes utilisateurs. Donc c'est un des points aussi qu'on retrouve souvent. Et en lien de ça, il y a aussi le fait que oui, on va déranger l'utilisateur, oui, ça va prendre du temps, et du coup, moi, mes équipes IT, elles sont pas forcément disponibles, elles n'ont pas forcément que ça à faire, donc ce déploiement, ça m'impose un projet en plus et un projet qui peut être gourmand en temps. Un autre point qu'on retrouve de moins en moins, puisque maintenant Windows 10 est quand même présent depuis un petit moment hein, sur le marché, c'est le manque de connaissances Windows 10 et notamment de ce que Windows 10 peut amener en termes de sécurité. On peut juste en parler d'un point, hein, c'est qu'il y a un des gros points tout simple que Windows 10 amène en termes de sécurité dans les prochains mois par rapport à Windows 7. C'est tout simplement qu'à partir du 14 janvier, nous n'aurons plus de patch de sécurité sur Windows 7. Donc rien que déjà ça, voilà, ça fait un levier sans parler de toutes les nouvelles fonctionnalités de Windows 10 au niveau de la sécurité qui ont été rajoutées. D'accord. Et on a des établissements qui nous disent, ah, mais on n'a pas l'info, on n'a pas eu de communication sur les dates de fin de support. Alors si, normalement, Microsoft, ça fait un petit moment qu'ils communiquent sur la fin de support. En général, en plus, c'est une moyenne de 10 ans. Là, Windows 10 fête ses 10 ans, donc fin de support. Alors, fin de support principal est étendue. On le verra par la suite. Il y a possibilité d'avoir aussi 3 ans de support supplémentaire. D'accord, ok. De diverses manières. On verra en quoi ça consiste, Tout cette à fait. extension. Mais sinon, pour toi, la date officielle de fin de support sur lequel Microsoft communique, c'est le 14 janvier Alors, c'est pas que Microsoft communique, c'est la date de fin de support officielle, c'est le 14 janvier 2020. 2020. Après cette date-là, il n'y aura plus de support pour Windows 7 et pour les pack Office installés sur Windows 7. Donc ça veut D'accord. dire que même si on prend l'exemple d'un Office 2016 qui est encore en phase de support, si ce Office 2016 il est installé sur un Windows 7, il est plus supporté. D'accord, ok. Super. Très bien. Parfait. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est que tu nous présentes aussi aujourd'hui comment toi, tu vois aujourd'hui un projet de modernisation du poste de travail. C'est-à-dire aussi bien en termes de démarche, les différentes étapes pour réussir son déploiement, mais aussi quelles sont les difficultés, comment on les aborde, comment on peut les surmonter. Je vous rappelle et je vous invite à poser vos questions dans le chat directement. Je les prendrai au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, un projet Windows 7, un projet de migration Windows 7 vers Windows 10, c'est un projet de migration de système d'exploitation. Moins important, je dirais, que le passage d'un Windows XP vers un Windows 7 qui a été très très compliqué du fait de gros changements au niveau du noyau de l'OS Windows. Ce qui a entraîné en fait d'énormes incompatibilités d'applications sur Windows 7. Ça, c'est déjà une chose qu'il faut savoir, c'est que
ce ne sera pas le cas. C'est plus le cas. C'est plus le cas. Aujourd'hui, des retours qu'on a eus, des diverses statistiques et études qui ont été faites, plus de 99% des applications qui fonctionnent sur Windows 7 fonctionneront sur Windows 10. D'accord. Alors, quand on dit oui, mais mes applications ne seront pas compatibles. Oui, il faut tester déjà pour savoir. C'était le cas réellement par rapport à XP. Oui, c'était le cas par rapport à XP. On avait beaucoup de vieilles applications qui ont été plus compatibles. Aujourd'hui, comme je disais, 99% des applications qui fonctionnent sur Windows 7 fonctionneront sur Windows 10. Ok, parfait. Donc après, ça n'empêche pas que effectivement, on va se retrouver quand même avec des tests à faire pour être sûr. Et puis pour traiter le cas des 1% qui vont rester, qui peuvent être des applications très critiques et sensibles. D'accord. Ok. Donc là, tu nous présentes quoi? C'est la vision 360 C'est la vision globale d'un projet de comment on fait, puisqu'il y a toute une partie d'étapes, je dirais, avant de commencer à déployer un système d'exploitation sur un poste. Est-ce que tu peux nous préciser un peu ces étapes? Il y a plein de couleurs, elle est jolie, voilà, mais... C'est ça. Donc, on commence par la partie verte, hein, où avant de mettre à jour ses postes de travail, il faut mettre à jour son infrastructure. Donc, son infrastructure de distribution d'applications et systèmes d'exploitation, souvent du SCCM. Donc, il faut s'assurer que le SCCM est dans la bonne version pour déployer la bonne version de Windows 10. On verra plus tard, il y a plusieurs versions de Windows 10. D'accord. Vérifier que son niveau fonctionnel d'Active Directory est cohérent. Voilà, tout ce genre de choses. Donc, on commence par mettre à jour son infrastructure. On met à jour les socles des composants avec les validations des nouvelles fonctionnalités. Ensuite, on va passer au test des applications. Donc, on aura au préalable catégorisé ces applications en applications critiques et non critiques. On commence par tester les applications non critiques. Ensuite, on teste les applications critiques. On va déployer tout ça sur une partie de early adopter, donc un site pilote, un parc d'utilisateurs pilote avec un support. Ensuite, derrière, il ne faut pas oublier toute la partie formation de l'équipe IT, parce que si l'équipe IT doit supporter les utilisateurs quand on va déployer tout ça, il faut que cette équipe-là elle soit formée au préalable. Ok. Juste avant, je revenir sur la partie test des applications. Et il me semble que c'est un sujet qu'on aborde un peu plus loin, mais à ce niveau-là, tu peux en dire plus. On va tester quoi, la compatibilité de l'application avec Windows 10. On va tester tout simplement que l'application fonctionne sur Windows 10. D'accord. Okay. Donc, avec le choix, ou c'est une application d'un grand éditeur et il nous dit, moi, mon application, il n'y a pas de souci et on le croit sur parole, ou on fait vraiment une phase de test complète en disant, moi, on m'a dit qu'elles étaient compatibles Windows 10, mais je veux m'en assurer. Donc, je prends un PC Windows 10, j'installe l'application dessus et je la teste de A à Z. Et comme ça, je suis sûr que même si on m'a dit qu'elle était compatible, je me suis assuré, moi, que chez moi, elle était compatible. Ok. Donc, on revient sur la partie formation et support. On prépare tout ce qui est partie support de formation et contenu e-learning, si on souhaite en faire, qui va être destiné aux utilisateurs. On en profite pour les faire tester ça aux early adopters. Donc, eux qui ont déjà été embarqués dans le projet. Derrière, on fait un pilote un peu plus élargi avec les early adopters et souvent l'IT et puis quelques autres personnes qui ont été choisies. Et ensuite, derrière, on passe au déploiement à proprement parler. Sachant qu'entre guillemets, on est en Windows 10 sur un déploiement entre guillemets continu. Tout le monde a connu Windows 7 ou Windows XP ou les avant, où on avait une version d'OS et tous les 18 mois, on avait un service pack et ainsi de suite. Et au bout d'X années, on passait sur un nouveau système d'exploitation. Ça, c'est fini. Ça fonctionne plus comme ça aujourd'hui. Il n'y a plus de service pack. Il y a 2 grosses mises à jour de nouveautés par an. Mais il me semble, on va voir, il me semble après. Ouais. Ok. Quels sont les enjeux selon toi de passer son poste en Windows 10 aujourd'hui pour un établissement? Alors, il y a plusieurs enjeux. Il y a d'avoir un OS adapté aux usages d'aujourd'hui, au tactile, aux nouveaux devices, et puis aux nouveaux environnements. Windows 7 n'est pas compatible. Windows 7, enfin, c'est pas qu'il n'est pas compatible. On peut utiliser des tablettes avec du Windows 7, hein, sauf que le système d'exploitation n'est pas du tout optimisé pour le tactile, donc c'est vite compliqué. On perd en fonctionnalité. On perd pas forcément en fonctionnalité, on va avoir des complexités d'usage
où les interfaces, les menus ne sont pas forcément adaptés au tactile. Donc, si on veut vraiment avoir un OS adapté au tactile, en environnement Microsoft, il faut passer sur Windows 10. Ce qui veut dire que sinon, certaines applications, j'imagine un dossier patient, peuvent être compliquées à utiliser. Alors après, attention, c'est que quand on parle de tactile, il faut que l'OS soit adapté au tactile, mais il faut aussi que l'application soit adaptée au tactile. C'est parce que c'est pas parce que je vais mettre Windows 10, par exemple, sur mon poste de travail ou sur mes tablettes, que ça va me résoudre tous les problèmes de menu ou de navigabilité dans l'application si l'application n'est pas adaptée à l'environnement tactile. D'accord, ok. Donc après, derrière, c'est aussi un enjeu de fournir plus de flexibilité autour des différents services, notamment par l'ajout continu, entre guillemets, de contenu dans les nouvelles versions de Windows 10, on en parle tout à l'heure, de réduire les coûts d'ingénierie aussi autour de l'environnement de travail. On a un environnement de travail, un OS qui est plus récent, qui demande moins de ressources et de main-d'œuvre pour être mis à jour. Et puis après, c'est aussi un aspect technique pour gérer toutes les fonctionnalités et se dire je vais pouvoir bénéficier en mettant Windows 10 de tous les nouveaux outils et toutes les fonctionnalités qui me sont fournies dans les différents environnements, comme par exemple de gérer mon poste de travail de la même façon que je gère le parc de smartphone. Le poste de travail va devenir presque aussi simple à gérer qu'un smartphone. On peut le gérer de la même façon. D'accord, ok. Il sera toujours un peu plus complexe parce qu'il y aura toujours plus de périphériques, d'applications diverses et variées. Les environnements sont plus complexes quand même, mais on se rapproche quand même de ça. D'accord. Donc là, tout à l'heure, on avait vu un peu la partie projet. Là, on est sur la partie de migration, d'un projet de migration, mais sur la partie plutôt technique. Donc on voit la partie en haut à gauche. On voit la partie en haut à gauche de la partie communication et training, qui est une partie qu'il ne faut pas négliger pour embarquer le maximum d'utilisateurs dans le projet. Donc la partie readiness des apps, vérifier que toutes mes applications ne sont pas compatibles et comment je traite les cas d'applications qui sont pas compatibles. Toute la partie infrastructure de réseau et d'annuaire, histoire qu'on est sûr que tout est compliant. La partie de comment je vais déployer mes applications, avec quel système, est-ce que c'est du SSM, est-ce que c'est de Intune, est-ce que c'est autre chose. Toute la partie, là où on rentre vraiment dans le pur de la migration, c'est comment dans mon processus de migration, je vais récupérer les paramétrages utilisateurs et les fichiers qu'il aurait sur son poste de travail quand je vais lui mettre à jour pour être sûr qu'il retrouve toutes ces informations. La partie sécurité and compliance, comment est-ce que je m'assure que mon poste de travail sous Windows 10 continue à répondre à la sécurité que j'ai mise en place chez moi. Derrière, on va passer sur toute la partie déploiement d'OS et ce cycle de mise à jour qui m'est fourni par Microsoft pour à la fin avoir ce que Microsoft appelle un Windows as a Service, un Windows toujours à jour et qui bénéficie régulièrement des nouveautés. Comment mettre en place tout ça, ça me paraît un peu complexe, ou en tout cas très complet à gérer. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la démarche? Je vois la notion de gouvernance, imagine, qui est primordiale dans ce type de projet. Comme tout projet, aujourd'hui, il faut une gouvernance, il faut piloter le projet, il faut définir des cibles, un cadencement, avec des choses qui nous seront imposées par l'assessment d'avant, parce que je me suis beaucoup concentré sur la partie compatibilité d'application. Il peut y avoir, en fonction aussi de l'état du parc, de l'âge du parc de PC, si les PC sont très vieux, on peut se retrouver avec certains PC qui ne sont pas capables de recevoir Windows 10. Alors, il faut vraiment que les PC quand même soient très anciens, mais c'est des cas à traiter, puisque suivant le nombre de machines qui ne seraient pas compatibles, ça peut poser des problèmes budgétaires ou autres, ou d'organisation, de livraison, et ainsi de suite. Donc voilà, tout ça est à prendre en compte dans la gouvernance et le pilotage du projet. Et puis derrière, il faut définir toutes les solutions
être en sorte que toutes ces applications ont été testées, de comment je les mets à jour. Et gros point, la gestion du changement, pour être sûr que on a une adoption des utilisateurs, parce que c'est pas tout de leur livrer un nouveau device ou un nouveau système d'exploitation, mais aujourd'hui, on va avoir une grosse partie de la population dont le métier n'est pas l'informatique. Et l'outil informatique reste un outil parmi d'autres, et c'est pas sa concentration, et c'est pas non plus des utilisateurs très avertis. Donc ça, il faut y faire très attention. Et derrière, on a toute une stratégie du coup de déploiement qui se met en place. Alors, avec en petite parenthèse la dernière, puisque aujourd'hui, normalement, Microsoft nous a annoncé que Windows 10 était le dernier système d'exploitation Windows, qu'il n'y en aurait plus derrière. Donc, on sera toujours en Windows 10, qui va évoluer constamment. D'accord. J'ai hâte de voir ça. Voilà. Après, ça n'engage que celui qui l'a écrit. Ils nous ont dit que c'était la dernière avant la prochaine. D'accord. Voilà. Et avec ce nouveau mécanisme qui se veut de mise à jour en continu, qui va nous imposer moins ce rythme de succession et de rupture qu'on a connu avec les passages de XP à 7 ou les anciens OS où c'était vraiment un changement complet. Mais je pense que c'est surtout ça, la crainte. Moi, tous les établissements que je rencontre ont mal vécu, notamment leur migration d'XP, avec des projets qui duraient des années. Oui, la migration d'XP à 7 a été compliquée. Alors, d'une part, parce que il y avait cette compatibilité applicative, comme j'en parlais tout à l'heure. Déjà, là, celle-là, on l'enlève en grande partie. Après, effectivement, ce n'est pas un projet en fonction de la taille du parc qui va se faire en un mois ou deux. Parce qu'il va falloir toute la phase de préparation et puis la phase de delivery qui peut être quand même conséquente. Donc c'est pas si simple que ça. Non. Mais pour le coup, comme tu dis, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Et derrière, après, on a un cycle de vie qui se veut moins en rupture, où j'ai plus de migration, j'aurai des évolutions. D'accord. Je pourrais piloter, je choisir à quel rythme je les diffuse. D'accord, ok. Donc voilà, là c'est un petit schéma pour expliquer en fait que avant on avait un carrefour quand on passait le système d'exploitation. Du coup maintenant avec Windows 10, on va se retrouver quelque chose de plus fluide parce qu'on va avoir un rond-point et du coup ça va fluidifier l'évolution de son parc. Donc, qui fait l'agent de la circulation là? C'est Microsoft, c'est Windows 10 qui gère justement le trafic. C'est entre guillemets, c'est ce changement de paradigme on va avoir un nouveau système d'exploitation qui va évoluer régulièrement et de manière beaucoup plus douce que ce qu'on a connu, où on n'aura plus justement ces ruptures technologiques. D'accord, ok. Comme on l'a connu d'ailleurs, comme c'est présenté dans ce slide, c'est que aujourd'hui, voilà, on gravissait des grosses étapes. Donc les passages de Windows XP à Windows 7, même encore le passage de Windows 7 à Windows 10, même s'il est moins compliqué, c'est quand même un chantier important, pour ensuite derrière aller vers du Windows 10, où entre guillemets, je vais avoir que des petites marches régulières à gravir. Donc c'est cette slide-là qui est pas mal et qui est faite pour nous rassurer, qui est bien représentative en tout cas. Il y a plus de gap à passer comme c'était le cas avant. Voilà. Et aujourd'hui, c'est une mise à jour constante par petites marches. C'est ça, tout à fait. Avec 2 marches par an pour ceux qui souhaitent passer toutes les marches. Donc voilà, aujourd'hui un petit peu la partie, il y a aussi évolution technologique, avec beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place. Donc avec la partie fin de support Windows 7, où on voit que du coup derrière, on peut avoir une transition de la gestion de son parc de postes de travail avec un outil de MDM du style Intune, contrairement à avant où je faisais forcément du SCCM. Maintenant, je peux faire l'un ou l'autre, je peux mixer les deux. La transition vers une authentification moderne, alors là qui est moins en lien avec le projet, mais qui est aussi une des choses qui est annoncée en tant que bénéfice de Windows 10, c'est-à-dire la fin des mots de passe. Voilà, je peux m'authentifier avec des clés USB, je peux faire de l'authentification multifacteur pour sécuriser mon système d'exploitation. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. L'autre point déjà, transition vers la gestion du poste en MDM. C'est-à-dire qu'Intune, pour moi, c'est une solution qui va permettre de gérer les tablettes, les smartphones, la sécurité, le déploiement des applications. Mais pas que. C'est-à-dire on va pouvoir l'utiliser également pour gérer son poste de travail. Tout à fait. D'accord. C'est la fin de SCCM ?
c'est pas la fin de SCCM, c'est deux approches différentes avec des fonctionnalités que je vais avoir d'un côté, pas forcément de l'autre. À moi de faire le choix. Et par contre, si je veux toutes les fonctionnalités, je peux utiliser les deux. SCCM plus Intune, ils sont faits pour travailler ensemble. Est-ce que dans le cadre notamment de sites distants ou de mobilité, justement, Intune aura un plus par rapport à une solution comme SCCM? C'est-à-dire Intune peut gérer toute la flotte mobile, justement. Alors, Intune peut gérer la flotte mobile, chose que SCCM ne fait pas. Par contre, à contrario, SCCM va aller plus loin dans la partie gestion du poste de travail. Mais Intune sait aussi gérer des postes de travail. Donc c'est pour ça, effectivement, qu'on dit que vraiment les deux sont complémentaires. Ok. Donc voilà, où là on a une représentation en fait du justement cycle de vie dont je parlais tout à l'heure, avec une livraison continue des mises à jour et une mise à jour continue où on voit effectivement qu'on fait on fait de la conception de master ou pas, on fait du test et on fait du déploiement et ce cycle en fait se répète ad vitam aeternam, mais on voit qu'en fait c'est le premier cycle qui est plus gros que les autres parce que ce premier cycle va nous demander plus de travail que les autres. Après, entre guillemets, on va juste répéter. Et puis, par exemple, toute la partie test sera beaucoup plus courte et facilitée par certains outils. D'accord. Donc, on voit que aussi Microsoft permet d'anticiper les mises à jour. Je ne sais pas si vous en avez tous entendu parler. Il y a un programme qui s'appelle le Windows Insider Preview qui permet d'avoir en avance de phase sur un certain nombre de PC qu'on a choisi, d'avoir les nouveautés en avance de phase avant qu'elles soient en release publique. Ce qui nous permet d'avoir à peu près 6 mois d'avance pour anticiper le test de la prochaine version de Windows 10 qui va arriver, qui fait quand il est livré, j'ai déjà pu commencer à tester ces fonctionnalités-là. Alors, Progelis, en tant qu'ultra spécialiste des solutions Microsoft, je comprends que ce soit intéressant pour nous de tester ces versions-là, mais est-ce que côté client, il y a un intérêt? Est-ce que, Bien sûr qu'il y a un intérêt. Alors, ils peuvent réserver une partie de leur parc, certains postes, on va dire, pour tester les montées de versions d'OS, pour tester le comportement et la compatibilité des applications avec ces mises à jour. Tout à fait. D'accord. Ce qui permet du coup derrière, quand on a la disponibilité au public de la mise à jour, d'avoir anticipé, d'être prêt directement pour le délivrer. On le verra plus tard. Aujourd'hui, on a parlé de fin de support de Windows 7. Windows 10 a aussi une fin de support. Il faut savoir qu'il y a déjà des versions de Windows 10 qui sont déjà plus supportées, puisque Microsoft a modifié ses durées de support. Et en fait, chaque version de Windows 10 a un numéro qui est composé du numéro de l'année, des deux derniers chiffres de l'année et du numéro du mois, donc 1803 et ainsi de suite. 1909 qui correspond par exemple 1909 qui correspond à la mise à jour de septembre 2019. Ok. Voilà. Et que ces mises à jour ont une durée de support de 18 ou 30 mois en fonction de la date de mise à jour. Ok. Donc Windows 10 est sorti, on a le fin de support de Windows 7. Pour autant, il y a déjà des versions de Windows 10 qui ne sont plus comment supportées. C'est ça. Il y a le support étendu? Non. Pas de support étendu. Il n'y a plus maintenant en Windows 10. Ok. Mais il me semble que tu en parles après sur une slide. Ok. Ok, d'accord, très bien. Et donc, quand on parle de déploiement, aujourd'hui, Windows 10 permet d'avoir plusieurs choix de déploiement, de technologie de déploiement, et puis c'est de se dire aussi la possibilité de mixer ces différentes méthodologies. C'est pas je fais un des trois, c'est je peux faire les trois si j'ai besoin des trois. Donc on a la nouveauté d'arriver avec Windows 10 qui s'appelle le déploiement en utilisant Windows Autopilot, qui est une nouvelle méthode de déploiement de système d'exploitation. Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on faisait quand on reçoit un nouveau PC? On le branche au réseau, on déploie un master et on donne à l'utilisateur. Là, c'est de se dire, tous mes PC, ils arrivent avec un Windows 10 préinstallé. Plutôt que de redéployer un master dessus, est-ce que je ne me baserai pas là-dessus? Donc en fait, Autopilot va permettre, en commun avec les fabricants, de se dire, moi j'ai tout, je vais recevoir des codes Autopilot que je vais rentrer dans mon outil.
pour que ces machines-là soient reconnues. Et entre guillemets, je vais la livrer directement à l'utilisateur. L'utilisateur va la sortir du carton, la démarrer. Et en fait, plutôt que de tout effacer ce qu'il y a dessus et de réinstaller mon master, je vais modifier mon système d'exploitation pour qu'il corresponde à ce que je veux. Donc, typiquement, c'est de se dire, bah, voilà, c'est un PC HP ou Lenovo, ils arrivent avec quelques logiciels préinstallés, je les désinstalle, ils arrivent en Windows 10 Pro, moi je suis en Windows Enterprise, je mets la mise à jour, j'installe le pack Office, j'installe mes applications, ainsi de suite. Tout ça sans toucher au Windows 10 d'origine. Après, j'ai la deuxième solution qui est aussi bah, pour tout le parc de PC existants qui sont compatibles Windows 10, dire bah, ils sont en 7 ou en 8 pour ceux qui ont été joueurs, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui sont en Windows 8. C'est de se dire, bah, mes PC là, je vais les mettre à jour. Donc, c'est ce qu'on appelle une PC upgrade, c'est-à-dire que mon PC Windows 7, je ne le reformate pas, je ne redescends pas de master Windows 10, j'utilise la fonctionnalité de mise à jour de Windows 10. Et la dernière solution, ce qu'on connaît traditionnellement, c'est de dire, bah, que ce soit des PC neufs ou des PC qui ont déjà Windows 7 qui sont déjà en service, je refais un master sur tout le monde. Ok. Nouveau poste et poste existant. Et pour tout le monde. Et après, je peux mixer les différentes solutions en fonction des cas d'usage sur mon parc. D'accord. Alors, on a une question. Est-ce que l'upgrade n'est pas, selon toi, une solution un peu sale? Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de repartir sur un autre scénario? Est-ce qu'il n'y a pas un héritage, justement, de faire cette migration in place? Jusqu'à Windows 10, personnellement, j'étais très très frileux des mises à jour. Par contre, des mises à jour in place. Des mises à jour in place. Par contre, pour avoir vraiment testé celle de Windows 10, Microsoft a vraiment fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là et on se retrouve vraiment avec un PC propre. D'accord. Voilà. C'est vraiment une solution à ne pas mettre de côté, à vraiment étudier. Elle peut être écartée ou pas. Par contre, c'est vraiment une solution fonctionnelle. Ouais. Et justement, tu as dit juste au début qu'on pouvait mixer ces scénarios. C'est pas trop compliqué en termes de stratégie de déploiement de faire un mix de ces scénarios? Non, parce qu'il y a une base quand même qui est commune. Typiquement, quand je vais utiliser Autopilot et que je vais déployer des applications, il va falloir que je les package, ces applications. Quand je fais un master, j'utilise ces packages-là aussi. Quand je fais une mise à jour d'une place upgrade, bon là, du coup, j'utilise les applications sont déjà dessus. Mais en fait, je vais réutiliser diverses briques à chaque fois. Entre guillemets, le plus compliqué, c'est de se dire, ben voilà, j'ai tout mon parc de travail et de catégoriser les PC, de dire sur cette partie-là, je vais faire une place upgrade, sur cette partie-là, je vais faire de l'autopilote, et sur cette partie-là, je vais faire du déploiement traditionnel. C'est ça entre guillemets le plus compliqué, c'est d'arriver à bien cibler. D'accord. Et selon toi, est-ce que toi tu aurais des préconisations comme ça, ou est-ce que ça dépend un petit peu du contexte du client, des habitudes? Là, je ne vais engager que moi. Moi, je recommande de mettre autopilote de côté pour l'instant si vous n'êtes pas mature, si vous n'avez pas commencé à regarder la techno. C'est une techno très intéressante, très innovante. Par contre, il faut l'avoir anticipé. À quel niveau justement En quel niveau? En termes de connaissance des outils, en termes de process, en termes de s'être renseigné auprès de ces fabricants, est-ce qu'ils vont être capables de fournir les ID qui vont bien? Parce que oui, les fabricants sont capables, mais souvent on passe par un grossiste. Est-ce que le grossiste connaît bien le process? Enfin, voilà, il y a toute une partie entre guillemets administrative qui peut être compliquée. Après, une fois qu'on a rodé ça, et du coup, pourquoi je dis de le mettre de côté? Parce que si on a déjà commencé à regarder Autopilote, oui, autant le mettre l'inclure dans le process. Par contre, si on ne l'a pas mis dedans, c'est de se mettre de la charge de travail et risquer des contraintes ou des choses où on passe à côté pendant un déploiement Windows 10 qui est déjà un projet suffisamment complexe pendant ce temps-là. Okay. Par contre, pour moi, une fois que le projet Windows 10 entre guillemets est terminé, il faut vraiment regarder d'urgence Autopilote parce que c'est vraiment le déploiement de l'avenir. Ok. Ouais. Alors après, moi, j'ai beaucoup d'établissements. Certains n'ont pas du tout bien avancé dans leur projet de déploiement. Certains ne se fixent pas de date au 14 janvier. Est-ce que quand même, malgré tout, c'est une solution à étudier pour cela? Ou par rapport à l'échéance du début d'année, il faut plutôt réfléchir à un autre scénario? C'est une solution à mettre au moment du choix. D'accord. Okay. Et après, se dire, je suis prêt à l'utiliser ou je suis pas prêt. Il ne faut pas l'écarter tout de suite. Par contre, il faut avoir connaissance de ce que ça va impacter en fait, en termes de potentiellement formation de l'équipe IT, lien avec les achats, les grossistes et ainsi de suite. D'accord. Voilà. Ok. Je vais prendre une autre question d'un établissement.
comment tu gères les autorisations et les exclusions des postes pour les déploiements in place? Est-ce que ça se fait via WSUS? Alors non, ça se fait pas WSUS, ça se fera via SCCM. D'accord. Et donc SCCM pour gérer ces autorisations et exclusions des Ben, en postes. fait, c'est juste moi dans mon parc, dans ma console SCCM, je vais lancer la mise à jour sur un ensemble de postes D'accord. en fonction de critères que j'aurais définis moi, comme je peux le faire aujourd'hui dans SCCM, suivant plein de choses. Est-ce que une version de BIOS, une version de fabricant, une localisation, c'est moi qui ai spécifié à la main le nom des postes. Enfin, il y a plein de choix. D'accord. Tu parlais justement de prérequis tout à l'heure de ton infrastructure sur ta version 360. Et la question complémentaire, est-ce qu'il faut une version SCCM 2016 minimum? Alors, il faut même plus qu'une version 2016 minimum. Il faut une version, je ne sais plus si j'ai un slide d'après qui en parle, une version que Microsoft appelle Current Branch. Donc, ça veut dire une version très à jour de SCCM. Ok. Euh, Puisqu'en fait, maintenant, SCCM est un peu comme Windows 10, il n'a plus de numéro de version. Il a des mises à jour qui sont amenées aussi, là aussi au fil de l'eau. Avant, SCCM, c'était pareil que Windows 7, Windows 10. Toutes les X années, on faisait une mise à jour, on réinstallait une nouvelle version de SCCM. Maintenant, les nouveautés dans SCCM sont livrées au fur et à mesure et c'est dans la console que j'active ou pas les nouveautés. D'accord, ok. Une autre question, est-ce qu'il y a une configuration de poste, notamment une configuration en termes de RAM, de CPU, nécessaire pour une migration optimale de 7 vers Windows Alors, il y 10? a un prérequis matériel, effectivement, que j'ai plus en tête, qu'on pourra vous retrouver pour Windows 10. Parce que en termes de RAM, de CPU, de disque, qui sont le minimum nécessaire. Et après, il y a, comme toujours, il y a le minimum et il y a le recommandé. Voilà. Je suis surpris parce que d'habitude, tu connais ça par cœur. Ouais, mais là, en fait, c'est tellement vieux, entre guillemets, c'est Oui, aujourd'hui un PC qui a été acheté même il y a 3 ans, du bas de gamme de chez bas de gamme, il sait faire tourner Windows 10. ok. Voilà, c'est pour ça que je les ai plus en tête, c'était voilà, sachant Mais que la réponse est oui, il y a une voilà, configuration. mais elle est quand même très basse. Ok, parfait. À une époque, quand Windows 10 est sorti, on annonçait que tous les PC qui faisaient fonctionner Windows 7 étaient capables de faire fonctionner Windows Ok. 10. C'est bien, le plus dur, c'était de poser la première question et maintenant, tu as du succès, hein. Est-ce que le niveau fonctionnel de l'AD doit suivre avec un minimum requis? Alors oui, il y a un minimum requis, mais de mémoire, il est très loin. Quand je dis très loin, c'est-à-dire qu'on doit être le minimum, le prérequis, ça doit être un Active Directory au niveau fonctionnel 2003. Tu parles d'un OS qui n'est plus supporté depuis 2015, Voilà, c'est ça, non? c'est ça. D'accord. Et j'espère que tous les établissements Mais sont rien au ne niveau, t'empêche aujourd'hui, par exemple, d'avoir un Active Directory avec des contrôleurs de domaine en Windows Server 2019 et avec un niveau fonctionnel en dessous. Ok. On va pas faire de sondage aujourd'hui, savoir s'il y a des établissements qui ont du 2003, hein. On est d'accord. Autre question, quels sont les prérequis matériels, disques, mécaniques ou SSD? Nous avons constaté qu'après upgrade 7 vers 10, 32 bits, les perfs, j'imagine, ne sont pas bonnes. Donc, oui, Alors, ça rejoint la question tout ça à rejoint l'heure par rapport ça rejoint la question aux d'avant. prérequis. Voilà. Après, effectivement, il faut faire attention aussi entre les versions 32 bits et 64 bits. Ça, c'est un point important. Parce que en fonction des configurations machines, si vous avez des quantités de RAM assez importantes, typiquement, une version 32 bits n'utilisera pas toute la RAM embarquée. Donc, ça sera un petit peu du gâchis, Ça sera en un peu quelque du sorte. gâchis. Aujourd'hui, il n'y a pas de prérequis. Aujourd'hui, un Windows 10 fonctionne très bien sur un disque mécanique. Voilà. Si vous pouvez mettre du SSD, tant mieux parce que vous accélérez les temps de chargement, de démarrage, tout ce qu'on veut. Et au quotidien, c'est un confort, effectivement. Mais il n'y a pas de contre-indication sur du disque, quel qu'il soit. D'accord, ok, parfait. On va continuer sur les options de déploiement. Options de déploiement, effectivement. Voilà. Donc, effectivement, comme je le disais, les deux options sur des postes existants, on a deux choix. C'est où on met à jour en faisant une upgrade sur place, ou on réinstalle le poste en déployant un master. Pour quand on a des nouveaux matériels ou du remplacement, parce on remplace régulièrement du matériel, là j'ai deux choix. Où je fais du déploiement traditionnel, où je déploie un master, ou j'utilise ce qu'on appelle le déploiement moderne avec autopilote. Ok. Donc on le voit par exemple, on ne fait pas d'autopilote sur un poste existant.
C'est pas un mécanisme d'upgrade d'OS, Autopilot, c'est un mécanisme de déploiement de nouveaux postes de travail. Pour les déploiements des nouveaux postes. OK. Donc, au niveau des options de déploiement, donc, il faut s'appuyer sur une infrastructure existante, hein, donc SCCM, MDT ou d'autres produits. Si on veut faire de l'autopilote, il faut à minima déployer du Windows 10 version 18.09. Quand je vous dis que c'est récent, c'est la version de septembre 2018 de Windows 10 qui permet d'autopilote. Donc on est quand même voilà. Et qu'il ne faut pas oublier dans les méthodes de déploiement de prendre en compte la partie utilisateur pour aussi adapter la méthode de déploiement, pas que d'un aspect technique, mais d'un aspect aussi utilisateur qui va être le moins pénalisant pour lui. En fonction, par exemple, des services. Des services, des disponibilités que doit avoir la machine. Parce que je prends un exemple tout bête, mais pour une catégorie d'utilisateurs, le plus simple, ça sera peut-être d'arriver avec un nouveau poste, lui mettre le nouveau poste, de reprendre l'ancien poste, de le réinstaller et de faire un roulement comme ça. Parce que ça monopolise moins. Pour certains autres, on peut se dire, si la mise à jour sur place, elle dure 2 heures, c'est pas grave parce qu'on sait que de toute façon, entre 12 heures et 14 heures, il part déjeuner. Ou je peux le faire le soir. Et quand il arrive le matin, il a son nouvel OS. Donc c'est la partie utilisateur, une partie à ne pas négliger. Ok, très bien. Une autre question, dans le cadre d'une upgrade 7 vers 10, comment se passe l'activation des licences? Alors elle se passe entre guillemets, je dirais comme avant. Oui, c'est-à-dire? C'est-à-dire que où je vais avoir un serveur KMS, donc un serveur de licence KMS pour gérer les licences. Qui va gérer les licences, ou dans mon process d'upgrade, il va détecter une licence Windows 10 OM, puisqu'il faut savoir que maintenant, les licences OM sont intégrées dans les puces des BIOS des machines. Donc en fait, mon Windows 10 va s'activer tout seul. Ou alors, c'est une clé de licence dans le process à indiquer. Ok, parfait. Donc là, c'est la suite de tout à l'heure. Donc les nouveaux postes ou remplacements. On a l'option de faire de l'autopilote si on le souhaite ou pas. Cette partie-là, c'était. Alors, au départ, il me semblait que tu avais parlé d'une autre option de déploiement pour les nouveaux postes. Pour les nouveaux là, c'est PC Refresh, entre guillemets, si on peut le dire, c'est de se dire, entre guillemets, je sais que j'ai un cycle de renouvellement qui est assez rapide de mon parc. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, les PC, je ne m'embête pas à les mettre à jour en Windows 10. Ceux qui sont en Windows 7, je les laisse en Windows 7. Et à chaque fois qu'il y en a un nouveau qui arrive, par contre, lui, je livre en Windows 10. Et au fur et à mesure, mon parc va être à jour tout seul. Après, effectivement, si j'ai un cycle de renouvellement qui est sur 10 ans, c'est peut-être pas la meilleure des solutions parce que, entre guillemets, je vais mettre 10 ans à passer à un full parc Windows 10. Oui. Sachant qu'on le verra tout à l'heure, on va avoir des options de support supplémentaires pour Windows 7, mais pas pour 10 ans. Ok, donc pour le renouvellement pour les nouveaux postes, mais aussi pour le reconditionnement ou de nouveaux postes. Et c'est de se dire finalement aussi de jongler toujours dans les différentes méthodes, c'est de se dire j'ai cette partie-là de mon parc qui de toute façon je vais changer les machines dans l'année qui vient. Donc elles, ça sert à rien que je fasse un in-place upgrade ou ainsi de suite. Je vais nativement les remplacer par naturellement les remplacer par des machines qui sont livrées en Windows 10. D'accord, ok. Voilà, ça sert à rien de mettre à jour sur une machine que je vais décommissionner dans 6 mois. Ok, parfait. Alors pour résumer, en termes de choix d'options de déploiement, on a 3 options. Le déploiement en utilisant Autopilot, principalement pour les nouveaux PC. Voilà. La mise à jour in place. C'est ça. Qui permet aussi de repartir sur une installation propre. On migre les postes existants, mais avec de bons retours sur cette migration vers Windows 10, ce qui n'était pas forcément le cas avant vers 7. Ou alors des déploiements traditionnels avec la notion d'image. Le gros intérêt, entre guillemets, de la mise à jour l'in-place upgrade, c'est que je n'ai pas à m'embêter à la récupération des fichiers utilisateurs. Parce que quand je fais pas une mise à jour sur place, ça veut dire que dans mon process de master ou autre, il faut que j'ai toute l'étape je récupère les fichiers utilisateurs qui sont sur place, les stocke quelque part, je mets à jour mon OS et je redescends. Ouais. Là, entre guillemets, quand je fais une in-place upgrade, c'est Windows 10 qui assemble intimement dans son processus. Alors, avec un petit bémol, c'est qu'il faut faire attention. Si j'ai des utilisateurs qui sont allés me planquer des fichiers utilisateurs dans des répertoires système ou autres, ils peuvent être amenés à disparaître. Ouais, après, s'ils sont restés dans des répertoires courants, c'est pas les bonnes pratiques. C'est pas les bonnes pratiques de l'IT. Si j'ai quelqu'un qui allait mettre, par exemple, son document Word enregistré sous Windows System 32, potentiellement dans la phase de mise à jour, il peut disparaître. Ok.
mais il me semblait qu'il n'était pas conseillé d'avoir ces données en local sur le poste. Non, Ça existe toujours, ça? Ça existe toujours. Ouais. C'est comme là l'exemple que j'ai pris d'un utilisateur qui va enregistrer dans Windows System 32, ça veut dire qu'il est administrateur local de son poste. Ok. Des choses qui ne sont pas recommandées non plus. Bon. Mais c'est des choses qu'on peut rencontrer ponctuellement. Ok, donc aujourd'hui, tous les clients n'ont pas migré encore leurs données dans Office 365, dans OneDrive ou dans Office 365. Donc, il y a cette notion de récupération de l'existant, des data, des données, Oui. des fichiers. Justement, en termes d'outils, Alors, les outils, quel outil on peut proposer, quel Là. outil les clients peuvent utiliser pour faire leur migration? L'outil principal recommandé étant System Configuration Manager, System Center Configuration Manager. Alors ça, les clients, les établissements de santé l'ont au travers du marché licence CIH. Donc déjà, c'est l'une des solutions les plus utilisées. Il faut l'avoir installé. Mais c'est une des solutions ou une solution concurrente à l'Indesk, un case. Presque équivalente. C'est que tous ont des avantages et des inconvénients. Voilà. Après, qui est mieux placé que Microsoft pour déployer du Microsoft? Ok. Ça marche, oui. Et après, il y a tout un package d'outils gratuits fournis par Microsoft ou autres qu'on connaît déjà, de MDT, de Windows ADK, de WDS, du SMT, de choses comme ça. Il y en a toute une partie qui sont gratuits. Et puis après, on a un autre outil qui est un peu spécifique. C'est que sur les PC, il y a quelques années, on est passé d'un BIOS vers un boot UEFI. Il y a un outil qui permet justement de modifier tout ça si vous en avez le besoin. Ça, c'est très, très spécifique, très, très technique. Ok, donc on a fourni la liste, vous pourrez l'utiliser, mais il me semble qu'on utilise déjà, nous, certains outils. Tu as cité MDT notamment, oui, mais après, partie, ou une combinaison des différents outils. C'est ça, si on prend l'exemple Configuration Manager, on va embarquer du MDT, du ADK, du Windows PE en packagé, en fait. Ok, parfait. Donc après, là, je vais passer rapidement. C'était juste une slide pour vous présenter. C'est que pour ceux qui utiliseraient Office 365 Pro+, le rythme de mise à jour et de déploiement est synchronisé et le même pour Windows 10 et Office Pro+. Donc voilà. On va pas s'étendre, c'était juste pour... voilà. Donc la petite subtilité, quand je parlais du support, donc on parlait de support. Oui, j'ai dit Windows 10, il y a déjà des versions qui ne sont plus supportées parce que maintenant, le support de Windows 10, c'est 18 mois à partir de la date de sortie. Donc, comme le voit, j'ai mes 6 mois d'insider et à partir de la sortie, après ces 6 mois-là, j'ai 18 mois de support Windows 10. Avec petite utilité, c'est que pour les versions Windows 10 Enterprise qui sont en 0.3, j'ai 18 mois de support. À partir de septembre 2018, Microsoft a fait un changement. Toutes les versions de septembre auront un support de 30 mois. D'accord, ok. Donc, je peux très bien dire, moi, j'ai déployé la 18.09, donc j'ai 30 mois. Donc, je ne déploie pas, par exemple, la 19.03. Je ne vais déployer que la 19.09, ce qui me fait, entre guillemets, une mise à jour par an. Je ne suis pas obligé de déployer toutes les mises à jour successives. Okay. Par contre, si mes applications métiers sont compatibles, est-ce que j'ai quand même intérêt de les déployer, ces mises à jour? Entre guillemets, plus je vais déployer des mises à jour fréquentes, moins les changements seront importants. Ok, donc il y a un intérêt. Il y a moins de changements, il y a moins d'impact après derrière. D'accord. Au passage, une petite question, mais je pense qu'on revient un petit peu en arrière. Faut-il privilégier un BIOS UEFI pour Windows 10? Oui, il vaut mieux partir sur l'UEFI, c'est la norme de maintenant, c'est l'avenir. Ok, parfait. Donc, quand je parlais justement des dates de support, comme vous allez pouvoir le voir, effectivement, la première version de Windows 10 qui a été livrée, qui était la version 16.07. Donc, on parle quand même. Mais vite. Montre, ouais. La première ligne. Il n'a pas marché. La 16.07. La 16.07. Donc, on parle quand même d'un OS qui est sorti il y a plus de 3 ans. Okay. Donc, quand je parlais tout à l'heure que j'ai plus en mémoire certains chiffres de Windows 10 de minimum, c'est parce que ça fait quand même, on parle d'un OS qui a 3 ans. Hein. Il n'est pas sorti la semaine dernière. Donc, on voit que la date de sortie est de août 2016 et qu'il est en fin de support depuis avril 2018 pour les versions Pro et de avril 2019 pour les versions Enterprise. Ok, donc pour toutes ces sorties de versions jusqu'à 2018, on avait des dates de fin. Oui. Et Microsoft a simplifié un peu tout ça. Maintenant, c'est 18 mois ou 30 mois. Okay. Par contre, attention, l'extension à 30 mois n'est valable que pour la version Enterprise.
Je parlais tout à l'heure que c'était les versions 0.9 maintenant qui allaient bénéficier de 30 mois. Si j'ai une version de Windows 10 Pro 18.09, j'ai que 18 mois de support. Si j'ai une version de Windows 10 Enterprise de 18.09, je passe à 30 mois. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux nous dire si on peut migrer et comment une version de Pro X version en Pro N en Pro? Alors non, il faut réinstaller. On ne peut pas migrer en fait. On faut réinstaller. Vous voulez peut-être dire de Non, Pro Pro en N, c'est une version spécifique. Ah, ok, autant pour moi. J'ai plus en mémoire ce que veut dire le N, mais c'est une version spécifique. Ok. Et pourquoi pas s'orienter vers une version LTS? Alors, la version LTS est une version très spécifique de Windows 10 qui n'a été conçue que pour les systèmes critiques. Systèmes critiques tels que des machines qui embarquent des logiciels qui demandent des cycles de qualification qui sont extrêmement longs. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Aujourd'hui, des versions LTS Windows 10, on va retrouver sur les postes des aiguilleurs aériens. Parce que quand on fait la moindre modification sur ce poste de travail, la qualification nécessaire, elle est de 6 à 9 mois. Donc effectivement, c'est pas compatible. Par contre, vous allez vous retrouver avec une mise à jour LTS qui effectivement est figée. Par contre, vous allez être figé avec et vous ne bénéficierez pas des nouveautés et de toutes les mises à jour en fait. C'est vraiment une version très très spécifique qui est là pour une partie du poste de travail, qui n'est absolument pas recommandée pour tout le reste. Ok, parfait, ça marche. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de support d'Office ou version LTS? Alors si, effectivement, il y a des problèmes de synchronisation de support de niveau de version d'Office et LTS, parce que comme je l'expliquais, cette version 10 de LTS, elle est vraiment faite pour des machines spécifiques. Bonne transition pour la slide d'après, il me semble. Voilà. Alors j'ai un slide qui peut faire un peu peur, qui indique les cycles de livraison de SCCM, de Windows 10 et d'Office 365 Pro+. Donc on voit qu'ils sont un peu tous alignés et que les nouvelles versions d'Office arrivent juste après Windows 10, mais qu'on est calé sur des cycles. Ok, parfait. Alors, sans revenir en arrière, de manière très rapide, quelles sont les bonnes pratiques pour installer ces mises à jour majeures? Ces mises à jour majeures, entre guillemets, c'est une version light du cycle de vie classique, c'est-à-dire que là, j'ai peut-être pas besoin de former les utilisateurs parce qu'en fait, je vais juste avoir quelques nouveautés. Donc, par contre, je peux prévoir un petit document pour leur présenter les principales nouveautés qui vont les intéresser. Et puis après, c'est toujours d'avoir ce test de j'ai eu quelques machines qui vont avoir mes applications, j'ai quelques machines qui vont être en pilote, qui vont les recevoir quelques semaines avant de déployer quasiment de masse. Après, entre guillemets, sur les environnements non critiques, on peut se permettre. Typiquement, si on prend l'exemple de chez Progelis, qui est un exemple particulier, aujourd'hui, les mises à jour de Windows 10, elles sont mises à jour sur tout le parc en même temps, dès qu'elles sortent. Ok, ça marche très bien. Donc, maintenant qu'on a parlé de Windows 10, un petit point sur la partie extension de support Windows 7. Ok, alors Microsoft a annoncé la fin du support Windows 7 au 14 janvier. Oui. Qu'en est-il réellement? Alors, il n'y a pas de réellement, comme je disais tout à l'heure, c'est la fin du support. Okay. À partir du 14 janvier, Microsoft ne fournira plus de patch de sécurité pour Windows 7. Ok, donc là, on Par contre, dans un cas particulier, oui. Microsoft permet de couvrir son parc avec une extension des patchs de sécurité pour une certaine durée. Par contre, c'est un support qui est payant. Le prix public de ce support est de 53 € par poste pour l'année 2020, sachant que le prix sera doublé toutes les années. Ah oui, quand on dit prix progressif. C'est progressif. Aujourd'hui, Microsoft n'a pas encore communiqué officiellement sur le prix du 2021, mais on peut s'attendre à un tarif de 100 € par poste. Oh, ok, ok. C'est ce qu'on appelle le SU chez Microsoft. Voilà. Tout à fait. Donc ça, c'est le tarif public. Et il me semble que auprès de CIH, vous avez des conditions particulières pour cette. Je crois que c'est en cours de négociation. C'est en cours. La chose qui est importante, c'est que vous n'êtes pas obligé de couvrir votre parc en entier. Vous pouvez très bien dire, moi je vais migrer Windows 10, par contre j'ai un parc de machines qui sont très particulières parce que c'est des PC qui pilotent des appareils d'analyse ou ainsi de suite. Et cela, ça va être pour moi compliqué de les mettre à jour très rapidement vers Windows 10. Je peux dire, j'ai ce parc-là que je vais couvrir en Windows 7. Ok, parfait. Security. Parfait.
Pour respecter le timing, il nous reste moins de 10 minutes. Comment? Ok. On a vu les différentes options de déploiement et je vois qu'il y a eu pas mal de questions très pertinentes, très intéressantes. Un des points effectivement qu'on souhaitait aborder, c'est justement comment anticiper toute la compatibilité applicative. Beaucoup d'établissements dès le départ m'ont dit j'ai trop d'applications. Effectivement, ils en ont 100, 150 applications en moyenne. 400. Ils en ont plein, voilà. Comment je peux m'assurer que mes applications vont bien supporter cette mise à jour Windows 10? Comment mener à bien cette étude? Et comment justement anticiper ces problèmes de compatibilité? Alors, il y a des manières d'anticiper cette compatibilité, en fait, c'est d'utiliser Windows Analytics, qui a été renommé très récemment par Microsoft par Desktop Analytics, qui est un service disponible gratuitement dans Azure, que je vais plugger à mon System Center Configuration Manager et qui va me faire en fait toute une grande partie du travail. En fait, il va inventorier mon parc, il va inventorier les applications qui sont sur mon parc et il va m'afficher déjà entre guillemets toutes les applications qu'il connaît où on sait qu'il n'y a pas de souci de compatibilité avec Windows 10 et toutes celles qu'il connaît où il sait qu'il y a des problèmes de compatibilité. Après, il va me rester le petit pourcentage du pourcentage d'applications qu'il ne connaît pas. Donc, il va me lister un certain nombre d'applications en disant celles-là, je ne les connais pas, je n'ai pas identifié de risque, mais il faut les tester. Ou alors, celles-là, je ne les connais pas. Par contre, en analysant les appels qu'elle faisait, ou ainsi de suite, c'est une chose qui ne fonctionnera plus avec Windows 10. Donc, de manière très simple, il va permettre de les ça va me donner cartographier, un dashboard aussi. de pointer déjà du doigt les applications qu'il applications. estime, en tout cas, point d'interrogation sur la compatibilité. Surtout, ce qui est intéressant, il les isole. Voilà. Il les isole pas. Il m'affiche un dashboard et il m'annonce celles qui sont compatibles, pas compatibles. Voilà. Ce qui est intéressant, on les identifie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va aussi me donner le nombre de postes sur lesquels ces applications sont déployées et leur taux d'usage. Ce qui me permet, moi, par exemple, de commencer sur, je vais me retrouver, je prends un exemple, je vais dire, je vais avoir 15 applications qui posent des problèmes. Et sur ces 15 applications, je vais peut-être en avoir une qui va être utilisée sur 90% de mon parc et une qui va être utilisée par 2 PC sur mon parc. Je vais commencer par celle qui est le plus utilisée et puis pour terminer par celle qui est le moins utilisée. Ça me permet aussi, derrière cet outil, de suivre, une fois que j'ai mis Windows 10, mon parc à jour Windows 10, d'avoir le même mécanisme pour les mises à jour futures de Windows 10. Donc, à chaque fois que je vais avoir une nouvelle mise à jour, je vais pouvoir avoir un dashboard qui va me dire, tiens, pour cette nouvelle mise à jour, la 1909, j'ai identifié des problèmes, je n'ai pas identifié de problème sur votre parc. Et aussi vous dire, à la fin, sur votre parc de travail, aujourd'hui, vous avez 50% de votre parc qui est en 1903, 20% qui est en 1909, et ainsi de suite. D'avoir les builds différentes qui vont être sur votre parc. Donc, ça permet de suivre l'état de son parc au quotidien. Il y a une remarque fort juste d'un établissement qui dit qu'ils ont trop d'applications dont ils n'ont pas forcément connaissance. Donc cet outil va permettre justement de les remonter, de les inventorier et de pointer du doigt celles qui ne seraient pas compatibles, qui nécessiteraient une étude, une attention toute particulière. Ça va faire entre guillemets l'inventaire de l'outil. Bêtement, va analyser tout ce qui est installé sur le poste, donc il va vous ressortir toutes les applications. Ok, donc on a cartographié toutes ces applications. En complément, l'outil, donc ça nous permet d'éditer un tableau de bord, un dashboard. Quel est l'autre intérêt également de l'outil pour mon projet de migration Windows 10? En fait, ça va faire un point central pour rassembler toutes mes applications. D'accord. Le changement de Windows Analytics, il n'est pas neutre non plus parce que du coup, Microsoft vient d'y intégrer la partie Office aussi, où je vais avoir aussi la possibilité d'avoir toutes les analyses Office, parce que quand je fais une montée de version d'Office aussi, j'ai toute la partie macro et ainsi de suite qui peuvent poser des problèmes de compatibilité. Ça va me permettre de suivre l'état d'avancement des mises à jour de mon parc, et puis aussi de suivre toutes les futures évolutions de Windows 10 pour avoir des versions, comme on peut le voir là par exemple, c'était écrit en bon français, target version, c'est-à-dire que là, je peux changer à un endroit dans le paramètre pour dire ma target version c'est plus 17.03, c'est 18.09, et il me régénère le dashboard pour m'annoncer tous les problèmes de compatibilité ou pas, et quand il y aura la 20.03, targeté en 20.03 pour avoir les infos directement. Ok. Deux questions par rapport à Analytics. Est-ce qu'on peut l'utiliser sans SSM?
Et le deuxième point, quels sont les prérequis pour le faire tourner? Alors, malheureusement, non, on ne peut pas l'utiliser sans SCCM au jour d'aujourd'hui. Windows Analytics, on pouvait. Desktop Analytics, on ne peut plus. On D'accord. s'appuie sur SCCM. OK. Les prérequis, entre guillemets, c'est d'avoir un compte Azure ouvert gratuitement et de faire le paramétrage de Desktop Analytics vers votre SCCM. OK. Donc, un compte Azure, puisqu'on active la télémétrie pour remonter ces informations de poste pour vérifier cette compatibilité. On récupère des informations de SCCM. OK. OK, parfait. Par rapport au timing, est-ce que tu vois des choses à compléter sur la partie Upgrade Analytics? Donc, c'est un outil non, parce qui que nous du permet… coup, là, Voilà. si on veut présenter l'outil, on en a pour bien 10-15 minutes. C'est un outil intéressant. En plus, profitez-en pour une fois, c'est gratuit chez Microsoft. Voilà. OK. C'est assez rare pour être souligné. N'hésitez pas à vous en servir. Après, c'est pareil, c'est quelque chose à mettre en place. C'est pas un projet de 3 semaines. C'est 2-3 jours de mise en place de l'outil. Profitez-en, installez-le, regardez toutes les informations que vous allez avoir à disposition. Si derrière ça ne vous convient pas, vous aurez entre guillemets perdu que 3 jours, vous n'aurez rien investi. Donc, pour résumer sur cet outil, c'est un outil gratuit qui permet de cartographier les applications, vérifier la compatibilité avec Windows 10, cartographier, identifier également les drivers des postes de travail, d'établir un tableau de bord pour pouvoir gérer, identifier et conduire, avoir la feuille de route pour les prérequis pour gérer de commencer à regarder ce projet. Produit-là. Microsoft fait un gros focus dessus et améliore énormément ce produit. Donc, on n'est pas à l'abri que prochainement, il y ait beaucoup de nouveautés encore. OK. Pour respecter le timing, en conclusion, je voudrais que tu nous expliques, on a vu les freins pour aller vers Windows 10. Est-ce que tu pourrais nous expliquer maintenant, de manière synthétique, pourquoi je dois aller vers Windows 10? Alors, la première des raisons, c'est la fin du support. Donc, quoi qu'il en soit, même si vous choisissez de payer le support Windows 7 étendu, ce support-là n'aura une durée de vie que de 3 ans. Prochainement, si ça a déjà commencé, vous allez recevoir du matériel et il n'y aura plus de driver Windows 7. Les constructeurs ont déjà commencé à ne plus fournir de driver Windows 7. Donc, vous allez être embêté. L'interface, elle est adaptée au tactile. Aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui n'est pas très répandu, mais qui arrive de plus en plus. Il y a toute une notion de facilité, c'est que Microsoft a travaillé énormément avec les constructeurs pour que les drivers soient intégrés directement à Windows Update et à Windows 10, ce qui fait que du coup, quand j'installe mon Windows, il me détecte le matériel, il m'installe les drivers. J'ai moins cette mécanique à faire de récupérer les drivers sur le site du constructeur, les installer dans mon outil, ainsi de suite. Et puis, on n'en a pas trop encore parlé, mais c'est toute la porte sécurité amenée par Windows 10 avec des mécanismes de sandbox avancés, de sécurité beaucoup plus performante. Un point non négligeable, hein, c'est que mine de rien, aujourd'hui, Windows 10 a un antivirus intégré, Windows Defender, alors qui est, suivant les mois et suivant les classements, le premier ou dans les 3 premiers des antivirus du monde. Microsoft a fait énormément de progrès de ce côté-là. Okay, donc ça peut être aussi entre guillemets une source d'économie, c'est-à-dire que en passant sous Windows 10, je peux potentiellement arrêter mon ancien antivirus. Ok, parfois. Parfait, je veux dire. Donc pour résumer, en gros, on n'a pas trop le choix de conserver un Windows 7 parce qu'il n'est plus supporté. Voilà. Alors, il y a des possibilités de SU. On a encore le choix voilà. pour 3 ans, sachant que ça va nous coûter quand même un peu d'argent. Ok, ça peut être un frein. Voilà. Et j'apporte également de nouvelles fonctionnalités pour moderniser mon poste de travail. Par rapport à mes différentes applications, les tablettes, et j'apporte des fonctionnalités non négligeables en termes de sécurité. Super. Je vais prendre juste la dernière question et après on doit terminer. Qu'en est-il des migrations de version Microsoft Embedded? Alors là, il n'y a pas de magie, ainsi de suite. Il faut se rapprocher du fabricant qui vous a fourni le device avec le Embedded installé. Ok, parfait. Alors pour aller plus loin, ce qu'on vous propose, on vous a parlé du programme d'Upgrade Analytics. On a la possibilité de faire bénéficier les établissements de santé d'un accompagnement de projet LIS sur la mise en place d'Upgrade Analytics sur un forfait de 3 jours qui permet de faire
ce rapport d'étude de compatibilité, de conformité de votre environnement avec Windows 10 et Office 365 Pro+, on a la possibilité de faire financer cet accompagnement de 3 jours avec une durée du pilote de 30 jours pour pouvoir faire remonter toutes ces informations et éditer votre tableau de bord adapté à votre environnement. Et quelques conditions d'éligibilité de prérequis qu'on citait tout à l'heure. Ça s'adresse pour les établissements de santé, donc adhérents au marché de prestations CIH, avec un parc minimum de 1000 postes. Bon, si vous êtes un petit peu en dessous, ça pourrait passer. Et pour les établissements, avec un taux de déploiement inférieur à 40%. Voilà. Pendant ce délai d'un mois, en quelque sorte, on compte sur votre disponibilité pour réaliser cet accompagnement. Et c'est dans une limite de 3 mois après la date de validation du financement de ce programme et dans une date butoir jusqu'au 30 mai. Voilà. Et vous avez les modalités, il suffit de nous adresser un mail comme quoi vous souhaitez bénéficier de ce programme. Voilà. Voilà pour conclure. On vous donne rendez-vous pour votre prochain webinaire le 30 janvier où on traitera de la thématique de la téléexpertise et donc comment faciliter la téléexpertise grâce à Teams. Un grand merci Damien pour l'animation de ce webinaire. On souhaite à toutes et à tous une excellente journée et on vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.